Nous sommes en août 2003. Le Népalais Dawa Sherpa remporte en 20 heures la première édition de l'Ultra Trail du Mont Blanc. En faisant le tour du massif du Mont Blanc, partant du centre de Chamonix, traversant la France, l'Italie et la Suisse, pour un total de 150 km et 8500 mètres de dénivelé positif. Dawa Sherpa ouvre un mythe, celui de l'UTMB. Depuis, la distance totale s'allongea, proposant ainsi un parcours de 170 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif ainsi que négatif. En 18 éditions, l'UTMB a vu naître des légendes de l'Ultra Trail, ainsi qu'une envie pour des milliers de coureurs d'un jour participer à cette course mythique. Certains juste pour le plaisir d'être finisher, d'autres pour réaliser une performance. Pour moi, l'UTMB, c'est la plus grande course au monde dans le domaine de l'Ultra Trail, parce qu'il y a le plus gros plateau international. Et du coup, ça permet vraiment de s'étalonner par rapport aux champions américains ou même maintenant depuis quelques années asiatiques. Après, évidemment, le Tour du Mont Blanc, c'est aussi beau parce qu'on traverse 3 pays, on est autour du plus haut sommet d'Europe. Ça a quand même un aspect particulier, une dimension un peu rêve, je pense, qui plaît beaucoup aux gens, puisque tous ne viennent pas dans un esprit purement compétitif. Réaliser le meilleur temps, c'est l'objectif chaque année de l'ultra-trailer et speaker Ugo Ferrari. Après 2 années à terminer la course en 25h40, Ugo s'est mis en tête cette année de descendre sous la barre des 24 heures et ainsi concurrencer les meilleurs athlètes de cette discipline, ce qui promet une course totalement palpitante et riche en surprises. On est finalement que peu de choses par rapport aux 171 km qu'il y a à parcourir dans des chemins plus ou moins techniques. Là-dessus, tout le monde aura son avis, mais il n'empêche qu'il faut les faire, ces 171 bornes. Là, c'est parti. Un petit chrono. Tout commence ici, sur les hauteurs du lac du Bourget, dans la station du Revard. Pour préparer un UTMB, cela débute dès l'hiver, avec des entraînements bien spécifiques. Pour moi, la préparation hivernale, elle est un petit peu particulière par rapport à d'autres coureurs qui ont des emplois du temps un peu plus classiques. Parce que l'hiver, j'ai vraiment du temps libre, du fait de mon activité de speaker qui est surtout printemps, été, automne. Et donc j'en profite souvent pour me préparer avec des gros blocs d'entraînement, soit pour développer une qualité, soit les années précédentes pour performer directement sur un ultra trail fin février ou début mars. Et donc cette année, je suis revenu à un schéma plus classique en développant mes qualités, avec beaucoup de séances de tapis, aussi de VMA en extérieur, mais c'est quand même plus difficile avec les conditions. Énormément de home trainer, donc ça c'est du cyclisme indoor pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et aussi, bien sûr, ce qui est le plus facile autour de chez moi, puisque je suis sur le plateau de Savoie-Grand-Revard, c'est le ski de fond. Donc le ski de fond qui est absolument parfait pour la condition physique. Et quand vous couplez cet effort nordique à un footing le soir, alors ça peut être en extérieur, sur les chemins raquettes qui sont presque damés tellement il y a du passage, ou sur une route légèrement enneigée, ou quand il neige moins sur du terrain, cette alternance ski de fond et petit entraînement à pied, puisqu'on ne fait jamais de gros volume à pied l'hiver, ça permet vraiment d'avoir une condition physique au top du top, et derrière, après, il n'y a plus qu'à embrayer. C'est bien là, d'aller à l'hosto, ça va me forcer à me reposer jusqu'à mercredi soir. C'est pas mal, je pense. On va plier. Prendre à main les skis. J'ai faim. En jonglant entre ski de fond, home trainer et course à pied tout l'hiver, l'objectif est d'entraîner le corps à une certaine endurance, ainsi que d'entretenir une forme physique qui permettra de reprendre au printemps les premiers entraînements longs en course à pied. Malheureusement, lors de cette reprise printanière, Ugo fut victime d'une chute qui entamera le début de sa saison. Alors je me suis pas blessé parce que ma pratique était déraisonnable, mais j'ai trébuché sur une racine, comme ça arrive souvent, et ce jour-là, malheureusement, je suis tombé dans une mauvaise position
qui m'a étiré la cuisse. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai décollé l'aponévrose du quadriceps et ça a mis 1 mois à se remettre. Donc pendant 1 mois, il y a eu quelques séances de kiné, pas trop parce qu'ils ne pouvaient pas non plus faire des miracles. Hein. Une aponévrose, il faut qu'elle se recolle toute seule. Ah oui, non, mais ce qui Alors, est, du c'est coup, ça s'est décalé un peu vers l'arrière. ouais, c'est ça, donc ouais, un peu par là. J'ai plus trop le truc aigu Ouais. là-dedans. Bah ouais, c'est ça. Mais alors, ici, ça me fait des courbatures à des moments. Ça vient chercher un peu là aussi. Tu vois, j'ai l'impression que toute la jambe, elle tire. J'ai l'impression qu'elle va pas du tout, quoi. C'est pas une douleur à un endroit, Ouais, c'est vraiment tout le. Après, ça descend pas sous le genou, on est d'accord. Non, non, C'est non, vraiment- absolument ça pas. va sur ton Absolument morceau. pas. Je me suis d'ailleurs presque tâté à faire de la musculation mollet. Et je me suis dit non. Après, j'étais tellement fatigué quand j'ai voulu faire la fin du bloc là. J'avais mal au tendon rotulien gauche. Ça, c'est un signal d'alerte Mais que tu connais. chez moi, ouais. À chaque fois que j'en fais un peu trop, c'est lui qui donne le signal. Ah, tu vois, moi, c'est toujours très sensible ça. Mais j'ai mercredi matin. Ouais, bah on dit ça alors. 9h. Ouais, très bien. 9h, c'est parfait. Tu le notes ou. Bah, j'ai mon téléphone dans la voiture, je vais le faire. Ouais. Mais c'est nickel parce que je devais partir pour Annecy à midi, donc 9h, ça va tout faire. Malgré des risques de chute dus à un terrain montagneux, le Revard est un véritable terrain de jeu pour préparer un ultra-trail tout au long de l'année. En effet, culminant à 1500 mètres d'altitude, la station offre un panel de circuits pour courir. Cet endroit, Hugo le fait découvrir chaque année à des centaines de coureurs, en organisant le Trail Nivolet-Revard en mai, une course de 50 km autour du Mont Revard. Cette année, en raison du Covid, l'organisation dut annuler. Mais, afin de reprendre la saison par quelques sorties longues, Hugo propose à début mai d'emmener une dizaine de coureurs sur les sentiers de sa course. On a donc fait le parcours du Nivolet-Revard comme il aurait dû être le jour de la course, en passant d'abord au Revard et puis ensuite à la croix du Nivolet. On a dû mettre environ 7 heures avec des pauses, 4 pauses assez conséquentes, je pense d'à peu près un quart d'heure, puisque l'idée n'était pas du tout de viser un chrono, mais bien de faire le parcours tous ensemble. C'était simple, fluide. Quand on s'arrêtait à la voiture, parce qu'on coupe souvent la route, on partageait un bout de pain d'épices fait maison, quelques tranches de saucisson que l'un avait amené, des tucs que l'autre avait amené. Donc voilà, on a passé une belle journée, coup de bol, c'était super ensoleillé alors qu'il faisait vraiment vilain les jours d'avant, qu'il a fait vraiment vilain les jours d'après. Donc finalement, dans notre malheur de ne pas pouvoir faire de compétition, on s'est retrouvé à passer une bonne journée et on aurait pu le réitérer, mais c'est vrai qu'à partir de mi-juin, heureusement tout de même, les compétitions officielles ont pu reprendre. Afin d'augmenter progressivement les charges d'entraînement avant l'UTMB, Hugo passa un premier bloc d'entraînement en vue de participer aux 90 km du Mont Blanc début juillet. Voilà, approchez-vous un tout petit peu. Venez, là, n'ayez pas peur. Ça va, Hugo? Voilà, ça fait plaisir de te voir là au départ, c'était incertain, c'est cool. Notre champion, tous ces champions, ça fait bien plaisir. Alors le public, regardez derrière sur le grand écran, vous avez le décompte. Quand il en restera 30 secondes, je vais vous demander de commencer à taper dans les mains. 30 secondes de tapage dans les mains, ça devrait le faire par rapport à des coureurs qui vont, pour les meilleurs, peut-être mettre 11 heures et les autres 24. Attention, ça va, besoin de pouvoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et... Ce 90 km du Mont Blanc, je l'ai pris plus vraiment cette année comme un entraînement pour l'avenir, pour le but fin août, l'UTMB, plutôt qu'une compétition à proprement parler. Alors certains n'ont peut-être pas compris mon comportement en course,
Parce qu'en fait, je me suis fait opérer de la myopie une semaine avant. Non, 2 semaines avant. Mais malheureusement, le sort s'acharne décidément. Là encore, l'opération s'est pas tout à fait bien déroulée. Il y a eu des petits problèmes. Donc je fais partie des rares malchanceux pour qui ça se déroule mal. J'étais très heureux de l'apprendre. Et j'avais une vision troublée sur le 90 km du Mont Blanc, surtout la nuit, surtout pour les changements de lumière. Parfois l'ombre de la forêt, parfois, ben voilà, ça y est, il arrive, le soleil. Et donc sur ce 90, je me suis mis d'abord devant le groupe de tête, pour ne pas avoir les frontales qui m'éblouissaient. Une fois que je commençais à être fatigué, j'ai laissé passer le groupe de tête, et j'ai évolué tout seul du Brévent au Buet, je crois. Allez Hugo! Allez Hugo, allez! Donne la gauche, gauche! Donc j'ai pu produire mon effort et finalement j'ai regagné des places jusqu'à la 12e position, je crois, arrivé au pied de Montanvert. Il est juste après derrière. Okay. Il y a deux Hugo, c'était encore ça. Après ces deux-là, il n'y a plus rien. Deux? Après ces deux-là. C'est un peu plus loin après. Et Thomas. Donc j'ai vu que j'étais encore un petit peu à court au niveau de l'entraînement. J'ai pas pu effectuer une super montée, j'ai continué sur mon rythme pour terminer à une 15e place. Alors après je suis descendu très doucement du plan de l'aiguille. Tiens Hugo, boisson et une flasque d'eau, ou tu veux d'autres boissons? Boisson parce que j'ai commencé à tirer. Allez Hugo! Monsieur Hugo Ferrari et le plaisir d'accueillir malgré les souffrances et les petits pépins physiques, il aura quand même décidé dans sa tête, et c'est solide, d'aller jusqu'au bout de ce 90 du Mont Blanc, de faire la course. Trop bien, je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Monsieur Hugo Ferrari. Ah Hugo! Terrible. Allez, on attend Moïse Jiménez. À la fin dur. Hein. Ah mais la dernière descente. Mais quel connard ce Jérémy Marin. Il me dit tu verras, c'est un nouveau chemin, il y a moins de cailloux, il est vachement sympa. Au final, Hugo boucle les 90 km du Mont Blanc à la 16e position en 11h37. Il prit la décision de ne pas se donner à fond durant cette compétition afin de préserver son corps et sa forme pour enchaîner avec d'autres blocs d'entraînement beaucoup plus importants. Pour réaliser à bien ses entraînements durant la dernière ligne droite avant l'UTMB, Hugo décida de passer 4 semaines à Tignes afin de bénéficier des effets de l'altitude. Alors pourquoi je suis venu ici? C'est très simple, en fait je voulais passer 1 mois en altitude. Je me suis donc alloué les services d'un préparateur physique qui est spécialiste de l'altitude, non pas pour les entraînements qu'il pourrait me délivrer, mais pour justement un regard sur les entraînements que je vais faire pendant 1 mois et les adapter aux spécificités de l'altitude. Pour l'altitude, ce qui m'a été recommandé, c'est donc de rester plus de 3 semaines au-dessus de 2000 mètres et d'y passer un maximum de temps, c'est-à-dire que je ne suis jamais descendu dans la vallée pour m'entraîner. Alors évidemment, je remercie ceux qui travaillent toute l'année ici à Tignes, puisqu'ils m'ont mis à disposition un logement. Donc merci aux équipes de Tignes.net et puis aussi à l'office de tourisme qui a su me renseigner, au Lagon qui m'a accueilli de nombreuses fois, voilà, qui m'a gentiment fait un
un petit tarif préférentiel pour que je vienne faire toutes mes récupérations dans leur superbe spa au bord du lac. À 30 jours de son objectif, le plus dur est de trouver le juste milieu entre allonger les distances et ne pas créer une fatigue qui viendra trahir le corps le jour de la course. C'est pour cela que Hugo décida de travailler sous forme de bloc. Certains parlent de semaines, mais en fait moi je travaille plutôt sur 3-4 jours très durs, suivi de 3-4 jours de récupération. J'en ai fait un à 4 semaines et demie de l'UTMB et j'en ai fait un deuxième à 2 semaines et demie de l'UTMB. Durant ces 2 blocs d'entraînement, Hugo réalisa des très longues séances de course à pied en faisant notamment le tour de la Vanoise long de 80 km et plus de 5000 mètres de dénivelé positif en 12 heures. Mais aussi des entraînements nocturnes longs de 8 heures et des journées passées sur le vélo à arpenter les routes alpines, cumulant ainsi des semaines à plus de 40 heures d'entraînement. Ce qui est assez incroyable, c'est que je suis resté là 1 mois, j'ai même pas eu le temps de m'ennuyer une journée. Pourtant j'ai eu des jours de repos, hein, ça je peux le dire. Renaud derrière, est-ce que tous les bénévoles sont ok? Est-ce qu'ils sont en place? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce qu'attention, ça va être comme tout à l'heure, ça va être un départ atmosphérique derrière. La montée, la longue montée qui va être travaillée à toute allure. Parfois ça coupe un petit peu, parfois c'est droit dans la pente. Allez, il nous reste 1 minute. Voilà, ça y est, il nous reste moins d'1 minute. Les photographes, sport, vous en avez 2 pour le prix d'un sur le départ, on va arrêter absolument personne au moins. La course va se lancer maximum 30 secondes, c'est tout droit devant vous, rapidement à gauche dans le signe, alors attention, vous allez vous lancer, vous allez partir à mon top, le public, si vous étiez un petit peu feignant tout à l'heure, si vous étiez public, c'est le dernier départ, c'est maintenant, la dernière fois que vous avez le droit de faire du bruit, après c'est terminé, on coupe les balles, alors on peut donner l'applaudissement pour le départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Ouais, go, go, go! Allez, c'est parti! Allez, jusqu'au bout. On lance la jambe le plus loin possible. Partout, on peut avoir un réel score jusqu'au bout. Il est là, donc le premier doit être juste derrière. Et la victoire, on peut applaudir Chalet pour la deuxième suite. Bravo! Ça reste tendu jusqu'au bout. Du fait de mon métier de speaker quelques jours, de mon activité sur internet via le Patreon que j'ai alimenté énormément pendant mon mois à Tignes, je me suis vraiment pas ennuyé. Ça y est, on est à 2 semaines de l'UTMB. Dans 2 petites semaines, eh bien, ce sera l'heure du départ. Enfin, pas tout à fait, ce sera à 17h. Donc, évidemment, bah là, le gros de l'entraînement, comme je l'ai dit hier, est fini. Aujourd'hui, on est encore sur une récup. Voilà. C'est récup aujourd'hui, tranquille. Du coup, qu'est-ce qui est prévu? J'ai un gainage à faire, encore une fois, là, une petite demi-heure. Des pompes, des abdos, voilà, un petit peu de quoi, je sais pas moi, ne pas passer la journée dans le lit à rien faire, quoi. Alors j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vrai que je remercie toujours à l'oral lors de mes podcasts hebdomadaires le mercredi, les patriotes, donc les gens qui me suivent, les gens qui sont adhérents à mon blog payant. Et donc sur ce Patreon, j'ai produit énormément de contenu ici à Tignes, puisque j'ai fait un podcast quotidien qui racontait mes aventures, ou non, hein, puisqu'il y a quand même des journées où j'ai pas fait grand chose. Et je profitais de ces journées justement pour meubler un petit peu le podcast en répondant aux questions des patriotes, soit parce que certains ont déjà fait l'UTMB ou des ultras, soit parce que certains aspiraient à le faire, soit parce que certains en fait étaient simplement curieux mais sans avoir envie de pratiquer. Donc il y avait tout un tas de questions qui étaient parfois très pertinentes, d'autres fois beaucoup plus simples. Attaquons quelques petites questions que je me suis notées. Il y en a plusieurs. De Frédéric Delabrouille, qui est demandeur. Hein. Je ne sais pas, Frédéric, si tu as envie de faire l'UTMB dans les prochaines années,
Mais là, tu vas avoir toutes les cartes en main. Alors, Frédéric me parle de la fréquence cardiaque de repos, que je mesure tous les matins. Alors à la fin, je vous proposerai un bilan de ce tableau de variation là pendant un mois. Et même, je le ferai peut-être durer un peu pour voir, une fois revenu en pleine, si la FC baisse un peu. Parce que par exemple, ce matin, elle était encore assez haute, elle était à 43, 44. Sachant que les jours où j'ai été très fatigué ici à Tignes par les entraînements, il était possible que je me réveille avec une FC de 50-51. Donc j'en suis assez content, voilà, je trouve qu'il y a une saine émulation. En plus, j'en ai croisé tout un tas ici à Tignes, ce qui est quand même relativement incroyable. Beaucoup étaient en vacances, en villégiature. Voilà, certains passaient un entretien d'embauche dans la région et profitaient d'un van aménagé pour venir, voilà, 2-3 jours ici. Faire quelques kilomètres avec moi sur les beaux sentiers. Bonjour. Hugo, enchanté. Bonjour. Bonjour. Alors moi je pensais faire la première boucle, mais éventuellement après une fois qu'on est au sommet on peut couper quoi, si jamais ça fait long. C'est vrai que j'ai aussi proposé, en lien avec l'office de tourisme, une sortie par semaine, voilà, pour les gens qui voulaient venir. Le thème c'était, regardez les gars, voilà, ce matin je fais tel entraînement, qui veut venir? Et à chaque fois, on a eu une petite dizaine de personnes, voilà, qui étaient là soit pour les vacances, qui étaient là un petit peu avant ou un petit peu après le trail de Tignes qui a lieu les 14 et 15 août. À toutes. Profitez de la vue là-haut parce que la vue est pas mal quand même. Merci. Tout à l'heure, John. C'est un serpent. Même en ski de fond, également. Cette fin de bloc à Tignes achève plus de 8 mois d'entraînement ainsi que des centaines d'heures d'entraînement réalisées. Après 2 années sans UTMB en raison de la crise sanitaire, c'est avec une grande excitation que Hugo et son frère Aubin achèvent tout doucement les derniers préparatifs à quelques heures du départ.
Non, je dis là, maintenant c'est les ravitaux d'Aubin. Quoi? Pourquoi c'est lui en premier? Bah non, elles sont là. fait en douille. Ah d'accord, ok, oui, je comprends mieux. Et je mets 2 tranches alors de ça. Je pense. Oh, les tranches mais en 3, elles sont toutes fines. Moi, faut que je me change pour mettre le long. Même, attends, ça Et pèse le combien? long, Ça c'est pèse moi même qui pas 100 grammes ça. Ah non, c'est obligatoire. Il doit l'avoir ça. Normalement, ça fait 90 grammes, je crois. Ah non. Ah ouais, non, mais bah divise par. 70. Oh, mais on met tout. Hein. Et sur la Toi, table, tu mets déjà les 2 flasques en priorité. Oui, puis je te Et laisse. si tu y arrives, les sandwichs. Dans ma ceinture. Oui, mais je te les mets où les sandwichs? Ah, c'est les poches de côté. Tu fais gaffe, celle de droite est trouée. Fourbe, hein, c'est aussi prendre le temps quand même de bien Ouais, vérifier qu'on ait tout fait. Hein. On Ouais, perd 10 secondes à faire Je ça. mets dans le sac. Ouais, C'est le plus gros ou pas? C'est quoi tes trucs blancs là? BCA. Ouais, mais autant tu vas prendre le truc, tu vas tout renverser. Mais non, je suis pas con. Ouais, mais t'es pas con, mais ça peut arriver. Puis je suis soigneux en course, ça peut pas, on est pas sur une piste d'athlée, ça allait, j'aurais le temps. Ah c'est bon ça rentre. Les 7 barres. Elle est toute prête à la frontale. Ça, c'est moi qui garde. Ouais, moi j'en ai déjà 2 sur moi. Que je sais pas où je vais mettre. Et que vous avez bien chargé. J'ai tout chargé à fond. C'est surtout, n'oubliez pas la frontale là-haut. Ouais. Non mais bon, c'est facile, la frontale elle est dans le sac. Parce que Marine elle prend le bus avec le sac, Ouais. avec la caisse. Oui, oui. Dans le sac, elle a tout ce qu'il faut pour là-haut. Et dans la caisse elle a tout ce qu'il faut pour la course. La frontale, à vous aussi de nous dire, hein, bien y penser. Bah si je reviens dans le ravito c'est que je l'ai oublié. Non, mais nous on part tout de suite. Hein. Bah non, Hugo, Ouais, j'ai pas de frontale en fait. Touche le lave. Alors, Donc il y a la tête qui fait le même produit et qui fait plus. je te prépare tout. C'est autre chose. Vous allez traverser 3 pays, 3 territoires. L'Italie, la Suisse, la France. Face au dénivelé, soyez forts. Le public, pendant 2 petites secondes, on pose les téléphones et on prend main droite, main gauche et on les applaudit très fort. Allez, j'aimerais vous voir un petit peu. Tous les athlètes, Monica, tu prends avec moi. Non, on peut pas trop se serrer dans les bras encore, on peut pas trop se checker. Alors j'ai juste envie de voir si vous êtes bien vivants. J'aimerais vous voir sautiller, voilà, de droite et de gauche. Tous nos coureurs. Superbe. Voilà, vous êtes là. Est-ce que vous êtes prêts? Après une ascension de 900 mètres et 21 km de course, les premiers coureurs redescendent vers la commune de Saint-Gervais et Hugo est déjà dans le groupe de tête. Donc je suis arrivé à Saint-Gervais avec
François Daen, Jim Wamsley, Xavier Thévenard et puis une autre dizaine de favoris. Et puis jusqu'au Contamine, là j'ai commencé à faire des petites erreurs. C'est-à-dire qu'à Saint-Gervais, moi j'ai vraiment pris le temps de m'arrêter, de remplir mes 2 flasques, je pense que je suis un des seuls à avoir fait ça, et de repartir derrière. En fait, rapidement, j'ai voulu recoller au coureur avec qui j'étais devant, et ça a été la première erreur. Et la deuxième, c'est que quand j'ai repris un très bon groupe, Diego Pazos, Grégoire Kurmer et Ludovic Pomeray, j'aurais dû me contenter de rester avec ces 3 personnes. Et à la place, j'ai voulu faire un petit bond pour aller chercher Xavier Thévenard qui était un tout petit peu devant. À ce moment-là, j'aurais dû rester avec le groupe tranquille. Du coup, j'arrive au Contamine avec Xavier. Bon, c'est sympa, hein, du coup. Mais j'avais déjà commis 2 fautes, on peut dire. Alors de Contamine à Courmayeur, c'est là qu'on a un premier vrai début de course en fait. Puisqu'au Contamine, vous voyez passer tous les coureurs, voilà, tout va bien, hein, ils sont festifs, ils sont au début de la course, ils vont entamer leur nuit. Au Contamine, j'ai pris le temps de me changer, c'est-à-dire cette année, j'ai mis un pull au lieu du t-shirt que j'avais. Donc j'ai dû passer 5 minutes dans le ravito au lieu de 2 quoi, habituellement. Et à ce moment-là, je sors des Contamines, un peu trop joyeux, encore trop dans l'excitation. Je vais avec Xavier jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge. Là, je pense pas qu'on a été excessif sur l'allure. Et arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge, là, j'ai pris mes marques en montée. C'est une montée que je connais très bien pour aller au col du Bonhomme. Et je suis monté à mon rythme jusqu'au refuge de la Balme, où là, j'ai encore pris le temps de remplir 2 flasques. Hein. Décidément, j'ai beaucoup bu sur ce début de parcours. Et ensuite, c'est Diego Pazos, Grégoire Kurmer et Ludovic Pomeray qui me sont revenus dessus. Donc, comme quoi, j'aurais dû rester avec ce groupe dès le début. Et là, on s'est dit que c'était plutôt intelligent de faire la nuit ensemble. Ensuite, on a encore fait ensemble la section qui nous amène à la ville des Glaciers, donc 6-7 km plus ou moins plat, faux plat montant. On est monté ensemble le col de la Seigne. Et là, j'ai senti que Grégoire était un petit peu moins bien. Moi aussi. Ludo aussi. Mais Diego avançait bien. Donc Diego faisait le rythme. Puis nous, tous les 3 derrière, bon ben voilà, on suivait, mais je sentais qu'on commençait à être un peu moins en symbiose. Et effectivement, au sommet avec Grégoire, on a laissé un petit peu de temps. Lui parce qu'il était un peu cuit, et moi parce que j'ai pinaillé un peu pour mettre ma veste. Puis vu que j'étais pas top, je suis pas rentré sur Diego et Ludo. Et après, pour moi, a commencé une mauvaise partie de la nuit, c'est-à-dire cette descente depuis le col de la Seigne. Là, j'ai pinaillé, je suis tombé une fois. La remontée au col des Pyramides, j'ai perdu du temps parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc j'ai mis mes gants, j'ai mis mon bonnet. Donc j'ai reperdu de vue Grégoire. Et dans la descente des Pyramides calcaires, je suis tombé 2 fois encore pour aller au lac Combal. Donc une fois arrivé au lac Combal, je me suis ravitaillé correctement. Et après, je me suis dit que pour descendre à Courmayeur, on allait se calmer. Parce que je sentais que j'allais faire une connerie. Il est 2h du matin. À ce stade de la course, les premiers coureurs approchent de Courmayeur en Italie. Ils ont déjà parcouru 80 km et 4500 mètres de dénivelé en un peu moins de 9 heures. Mais le plus dur reste à venir car il reste plus de 90 km.
Allez au bas. Allez au bas. Allez, allez, allez au bas. Allez au bas. Ah oui, je vais préparer à l'avance. Et dans celle de vin, il y avait quoi? Alors, je sors du ravitaillement de Courmayeur donc pour attaquer cette deuxième partie de nuit. Et là, je suis assez vite rassuré par mon allure. Hein. C'est la troisième fois que je fais l'UTMB, donc je vois à peu près où est-ce qu'il faut courir en sortant de Courmayeur. Et où est-ce qu'il faut marcher, parce qu'on monte un peu dans la ville. Je monte au refuge Berton, j'ai fait une bonne montée. Et arrivé au refuge Berton, j'étais un peu triste parce que 3 coureurs m'ont repris. Donc le russe Alexei Tolsenko, le suisse Mathieu quelque chose qui doit finir 10e, et Courtney Dottwalter, la première femme. Donc c'est 3 lames doubles alors que pourtant j'ai fait une très bonne montée. À ce moment-là, je panique un peu, je me dis putain, merde, les gens sont en train de remonter derrière, je suis pas à la bonne allure. Je regarde ma montre, pourtant bah si, le temps était bon. Je me dis bah c'est bizarre. Et puis en plus, je commence à... Je sais pas pourquoi, parce que jusque-là je m'étais bien ravitaillé. Je commence à avoir un peu faim, à sentir le ventre un peu creux. Et effectivement, sur cette partie qui est un peu plate, pour aller du refuge Berton au refuge Bonatti, et puis encore pour faire quelques coteaux là comme ça, puis descendre à Arnouva. Et là j'ai senti que j'avais pas été bon par rapport à 2019. J'ai senti que j'avais plus marché, que j'avais moins de pêche. Et en fait, une fois passé le refuge Bonatti, j'en ai été convaincu. J'étais finalement en hypoglycémie. Donc j'ai préféré rester un petit peu en hypo et attendre Arnouva, parce que là il y avait un ravitaillement proposé par la course. Et là j'ai pu manger. Alors j'ai mangé tout un tas de cochonneries parce qu'il fallait... il fallait des choses qui rentrent facilement. Bizarrement, ça me demandait pas une salive débordante, puis avec, il m'avait donné une bouteille de 50 centilitres, là, donc ça coulait tout seul. Et en plus, quand tu es à Arnouva, c'est un petit... Pour aller à Champey, il reste, entre guillemets, une seule montée, celle du Grand Col Ferret, qui sur le papier présente seulement 800 mètres de dénivelé, donc finalement c'est équivalent au col du Bonhomme, c'est équivalent à la montée du Délévray. Mais c'est très dur, parce qu'au sommet on est à 2006 d'altitude, nous favoris on passe, c'est tôt le matin, donc il fait très froid. En plus de ça là, il y avait du brouillard et du vent. Donc le ressenti était situé entre 5, 0 degrés peut-être, enfin il faisait très froid. Et la descente de ce Grand Col Ferret, elle dure 20 km. Donc c'est jamais très raide, mais pendant, on va dire 1h03, vous courez. Et du coup, c'est un moment qui est assez particulier dans ce ultra, parce que c'est rare quand on court longtemps dans un ultra. Souvent, il y a une petite montée, on marche, il y a une descente, on court, il y a un petit peu de plat, puis hop, il y aura une montée, etc., etc. Tandis que là, il y a 20 bornes où vraiment il faut courir. Et voilà le 4e coureur qui arrive à la poulie. Bienvenue, bienvenue. Bravo. Eh bravo, super hein. Oh, j'ai pris un tir là à la fin de la nuit. Allez, ça va aller. C'est pas le sol, hein, il y en a pas plus en train de donner, hein. Je crois bien, tu connais. 15. 15, t'as pas perdu. Tu rigoles? Ça abandonne devant. Combien? Un qui est à 2 minutes et l'autre le chinois il a 400 minutes. Allez super Hugo. Allez bravo. Et après ma descente jusqu'à la Foulie, qui est un ravitaillement, a été une des meilleures. Donc sur 1 heure de descente, je crois que je dois perdre 1 minute face à François Den, 3 minutes face à Aurélien Dunant qui a le meilleur temps. Mais voilà, ma descente en fait est presque trop rapide. Pourtant je l'ai faite vraiment sans me forcer, sans aller, j'ai juste déroulé un petit peu et voilà, j'ai fait une belle descente. Donc ça c'est encourageant, ça montre que finalement je l'ai la vitesse pour faire un bon temps à l'UTMB. Mais il y a des petites bêtises à corriger avant-après. Et là, quand j'arrive à la Foulie, pareil, je me ravitaille de manière assez conséquente, comme à Arnouva, et je me dirige vers Champey. Et pour aller vers Champey, il te reste un petit peu de plat et après il y a une remontée. À ce moment-là, j'apprends mon classement. C'est-à-dire que jusque-là,
Je savais que j'étais parti à peu près dans le top 10, qu'il y avait quelques coureurs qui m'avaient doublé, donc j'avais dû basculer entre 15 et 20. J'avais aucune idée des différents abandons. D'autres coureurs entre Courmayeur et Arnouva, surtout Arnouva, m'ont redoublé, j'estimais ça à peu près 10 personnes. Donc je pensais être péniblement dans un top 30. Donc le moral n'était pas au beau fixe, parce que j'étais à peine top 30, et je respirais pas une santé de fer. Donc en haut du Grand Col Ferret, le moral... Et une fois arrivé à la Foulie, alors il n'y a pas d'assistance, hein, à la Foulie on se ravitaille sur le ravito tout seul, mais bon, mes parents étaient quand même venus me voir. Et mon père me dit, tu es 15e. Alors là, c'est la grosse surprise. Il me dit, bah oui, il y a eu énormément d'abandons. Devant toi, il y a 2 coureurs qui sont passés quand même visiblement moins vite, donc tu peux les rattraper. Et effectivement, en arrivant juste avant de remonter à Champais, de la Foulie, on descend, et après il y a une montée à Champais, j'ai rattrapé ces 2 coureurs. Allez Hugo. Tout à l'heure tu m'avais dit 15, j'en ai Non, dit t'es 13 là. Ouais. Ouais, tu remontes Hugo, hein. Allez, continue là. Allez. Du coup, au sommet de tête au vent, je me disais, ben tiens, ce top 10, je vais le tenir parce que là, je suis 20e. Et en fait, j'ai rejoint Mimi Kotka, qui à ce moment-là n'était pas encore tout à fait dans la souffrance qu'elle a affichée, en tout cas pour arriver sur Chamonix, qu'on a tous vu à l'écran, sur le live de l'UTMB. Elle avait l'air plutôt normale et je l'avais rattrapée. Donc j'attaque la descente juste devant elle. Et là, finalement, je pouvais un petit peu mieux descendre qu'avant. Donc je me dis, putain, c'est cool, je vais arriver à Chamonix sans trop vivre un calvaire. Et petite cerise sur le gâteau, Romuald Brun, qui s'occupe de nous chez Altra, était venu nous voir passer à la Flégère, donc ça fait plaisir, il encourage. Quand je passe la Flégère, je sais qu'il reste 8 bornes. Une descente que je connais presque par cœur maintenant. Et je la descends plutôt cool au début. Et après 100 ou 200 mètres de dénivelé, j'ai décidé d'envoyer un peu la sauce pour finir le plus vite possible à Cham, malgré les douleurs. Et finalement, c'est une bonne idée, parce que ça m'a permis d'oublier un peu tout ça. Et aussi de rattraper Boublak, l'Allemand qui m'avait doublé à Valorcine.
Des centaines de spectateurs acclament François Daen pour sa 4e victoire ici à Chamonix. La course sera très serrée car derrière lui, Aurélien Dunant-Palaz et Mathieu Blanchard concluent ce podium. Chez les femmes, l'américaine Courtney Dauwalter réalise un record inimaginable en s'imposant en 22h30, prenant ainsi la 7e place, suivie de Camille Brouillard et Mimi Kotka 2h30 après Courtney. On the 18th place, 18e, il nous avait annoncé, je rentre dans le top 20, et c'est signé, c'est fait. Hugo réalise une magnifique performance en terminant 18e après 24 heures et 34 minutes de course. Ah, merci Kevin pour les encouragements. Ouais. Ah, j'en ai chié après. Oh là là. Champé, c'était bien, il paraît là. Tu veux champé là, comme ça. Je passe le sommet, je fais monter des paires, c'est honnête encore. C'est Julio qui fait monter vite. J'attaque à descendre. Là, je... 21 René Robert. Ça allait plus vite. Ah ouais, vraiment. Ah, ça devrait le faire. Ouais, il va être à pile pour le petit-déj. Ah, c'est vrai, pour le petit-déj, le goré. Donc finalement, je termine 18e. Et c'était encore une très bonne idée parce que Boublak donc termine 9e, je dois le doubler à 2 bornes de l'arrivée, 19e. Et 20e, c'est Javier Dominguez, qui a gagné le Tour des Géants, qui a fait un top 10 à l'UTMB de 2019, etc. Qui a un gros client. Il arrive que 2 minutes après, donc lui finissait super bien sa course. Donc je suis plutôt satisfait parce que il y a eu 2 petites erreurs au début de course. Et il y a une alimentation qui va être à réorienter parce que finalement il va me falloir beaucoup plus de liquide. Soupe, purée de fruits, légumes, etc. Mais liquide, un truc qui ne nécessite pas forcément d'avoir de la salive. J'aimerais réintégrer une très très grosse portion protéinée. Et il y a eu peut-être aussi des petites erreurs, comme à Triangle où j'ai pas voulu changer de chaussures parce que je me sentais bien dedans. Puis finalement après Valorcine je me sentais moins bien, donc j'aurais dû conserver mon idée initiale. Mais voilà, plein de petites choses déjà à marquer dans un coin de feuille pour 2022. Pour améliorer encore le chrono, donc là pour la petite précision, 18e c'est ma meilleure place. La meilleure c'était 29e. Et 24h34, bah, c'est mon meilleur chrono, le meilleur étant 25h40 en 2019. Donc si chaque année je gagne 1 heure, l'an prochain je terminerai en 23h30 et là ça permettra d'accéder à normalement un top 15. Après, suivant les années, ça peut être mieux s'il y a encore plus d'abandon. Parce qu'au final, il y en a eu à un moment donné par wagon, mais derrière, après tout le monde est allé au bout. Donc je suis plutôt satisfait de cette course. J'ai vu aussi que mon stage en altitude avait payé, j'avais vraiment la forme. Et il n'y a plus qu'à améliorer encore des petites choses pour vivre encore un meilleur moment en 2022. En bouclant le parcours en 24h34, Hugo améliore son temps d'1 heure et finit en 18e position, rentrant dans ce top 20 si prestigieux.